Voilà. J'arrive difficilement à croire que tout ça s'est passé. Je me suis inscrit ici juste pour vider mon sac. D'habitude, je me contente de lire. J'espère que les modérateurs ne supprimeront pas mon message. Être le beau-père de Dax pendant 12 ans, 12 putains d'années. J'ai rencontré Vanessa quand le gamin avait à peine 5 ans. Un petit maigrelet avec un sac à dos Pokémon et un problème de confiance. Son père biologique s'était volatilisé avant même qu'il sache marcher. Alors, j'ai pris le relais. Pas par obligation, mais parce que c'est ce que fait un homme. C'est ce que je fais, moi. Je ne suis pas riche, je ne l'ai jamais prétendu. Je bosse à l'usine, à la périphérie de la ville, et je gagne assez pour qu'on vive confortablement, mais sans fioriture. On a une maison 3 chambres dans un quartier correct. Une bagnole, un SUV de 10 ans qui fait un drôle de bruit quand il pleut. Et puis, l'assurance vie, la mutuelle dentaire, toutes ces conneries d'adultes dont personne ne te parle quand t'es jeune. Il y a 2 mois, Dax a eu besoin d'une opération au genou. Une vilaine blessure sportive. Un truc déchiré, je ne sais plus quoi, que le médecin disait qu'il fallait opérer d'urgence, sinon le gamin risquait de boiter à vie. L'assurance couvrait une partie des frais, mais la franchise et le reste à charge m'ont frappé comme un train en pleine gueule. 28 000 $. Autant dire 1 million. Mais la famille, c'est sacré, non? Alors, j'ai accepté tous les heures supplémentaires qu'il voulait bien me donner. J'ai bossé 23 jours d'affilée, de nuit, de jour, n'importe quel boulot. Mon corps hurlait de douleur. J'avais l'impression qu'on me défonçait le dos à coups de batte de baseball. J'ai même commencé à boiter à force de rester debout sur le béton pendant 16 heures par jour. Mais je l'ai fait. J'ai touché le dernier chèque, j'ai payé l'hôpital, et le 24e jour, je suis allé en traînant les pieds au magasin discount du coin. J'ai acheté un gâteau au chocolat premier prix avec les 20 $ qu'il me restait, quelques bougies et une carte. Je me disais qu'on pourrait peut-être fêter ça, que l'opération de Dax était prise en charge, qu'il allait se rétablir. Con, je sais, mais c'est ce qui me passait par la tête. Je suis rentré à la maison en boitant, avec ce misérable sac en plastique à la main. Vanessa était assise sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Elle n'a même pas levé la tête au début. Quand elle l'a enfin fait, son visage, on aurait dit que j'avais ramené de la merde de chien dans sa maison propre. Elle a regardé le sac, m'a regardé, et elle a sorti cette phrase que je n'oublierai jamais. Tu crois que ça compense 12 ans de néant? Je suis resté là, planté comme un con, le sac à la main, la jambe qui me faisait souffrir, mon cerveau qui essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Puis, elle a appelé Dax dans l'autre pièce. « Dax, viens dire à ton faux papa ce que tu penses vraiment de lui. » Le gamin est arrivé, 17 ans maintenant, grand, avec des béquilles à cause de l'opération pour laquelle je m'étais tué à la tâche. Et il m'a regardé avec exactement la même expression que sa mère, et il a dit « Maman dit que t'es juste un portefeuille sur pattes. » Tu parles d'une reconnaissance. 12 ans, des milliers de matchs de baseball, de l'aide pour les devoirs. Je suis allé le chercher quand il vomissait après les soirées pyjama. Je lui ai appris à conduire sur le parking vide du supermarché. Tout ça réduit à un portefeuille sur pattes. J'ai juste souri, je n'ai rien dit, j'ai posé le gâteau sur la table basse, et je suis allé dans la chambre. J'ai fermé la porte et je me suis assis sur le bord du lit, longtemps. Vous voyez, je ne suis pas du genre à crier. Je ne l'ai jamais été. Mon propre père a assez hurlé pour 3 vies. J'avais juré que je ne serais jamais comme lui. Mais à ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas mon cœur, non. C'était plutôt comme le dernier maillon d'une chaîne, celui qui me maintenait prisonnier de leur version fantasmée de la réalité. Le lendemain matin, j'ai appelé au travail pour me déclarer malade, une première en 5 ans. J'ai attendu qu'ils soient tous les deux partis. Vanessa a son emploi à temps partiel au centre commercial, Dax chez un ami. Puis, je suis allé travailler, mais pas à l'usine. Un travail d'un genre différent. D'abord, la banque. J'ai ouvert un nouveau compte auquel ils n'auraient pas accès. J'ai contacté les RH pour faire changer le versement direct de mon salaire. J'ai laissé assez d'argent dans le compte joint pour couvrir encore un mois de facture. Pas un centime de plus. Ensuite, un avocat, juste une consultation. J'ai tout déballé. Il a pris des notes, hoché la tête à plusieurs reprises. Il m'a conseillé de tout documenter. De commencer à conserver tous les reçus. D'enregistrer les conversations si la loi de mon État le permettait. C'est le cas. De prendre des photos de la maison et de tout ce qu'elle contenait. De retour à la maison, j'ai commencé à regarder les choses différemment. Les sacs à main de marque dans le placard de Vanessa. L'équipement de jeu de Dax, qui avait coûté plus cher que ma première voiture. Les relevés de cartes de crédit montrant des dépenses au restaurant alors que je faisais des heures supplémentaires. Les conversations téléphoniques chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Mais en apparence,
J'étais toujours le même vieux Stanley. Silencieux, fiable, le porte-monnaie sur pattes. Pendant 2 semaines, j'ai souri et acquiescé. Je suis allé travailler, je suis rentré à la maison, j'ai regardé Vanessa dépenser comme si rien n'avait changé. J'ai regardé Dax m'ignorer, parfaitement heureux de prendre mon argent pour ses rendez-vous de physiothérapie. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis. J'ai dit à Vanessa que j'avais mal au dos, que j'avais besoin d'un matelas plus ferme. Elle ne l'a pas remis en question, probablement soulagée. La 3e semaine, j'ai ouvert une enveloppe de la compagnie hypothécaire. Il menaçait de saisir la maison. 3 mois de retard. J'ai vérifié le compte joint. Vide. L'argent que j'avais laissé pour les factures avait disparu. Pourquoi faire? Qui sait? Mais certainement pas pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Ce soir-là, j'ai payé l'hypothèque à partir de mon nouveau compte. Ensuite, j'ai installé des caméras dans les parties communes de la maison. Rien de glauque, juste de la sécurité. Une collecte de preuves, comme l'avait suggéré l'avocat. La 4e semaine, Vanessa a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Sa carte a été refusée à l'épicerie. Elle m'a appelé furieuse. J'ai fait l'innocent. Il devait y avoir une erreur de la banque. Appelle-les et vérifie, qu'elle me dit. Elle l'a fait. Ils lui ont dit qu'il n'y aurait plus de versements automatiques. C'est là que les textos ont commencé. Les hurlements quand je rentrais à la maison. Où est passé mon argent? Comment oses-tu? Quel genre d'homme es-tu? Je l'ai juste regardé et j'ai dit, je pensais que je n'étais rien de toute façon. Juste un portefeuille sur pattes. Les portefeuilles n'ont pas d'oreilles, a rétorqué Vanessa. Son visage était comme si elle avait vu un fantôme, mais pas celui de quelqu'un de mort. Le fantôme de l'homme qu'elle pensait avoir tué il y a longtemps. L'homme avec une colonne vertébrale. Vers la 6e semaine, les choses étaient tendues. Vanessa essayait de me cajoler 1 minute, me menaçant la suivante. Dax m'évitait complètement. Moi, je continuais à aller travailler. Je continuais à payer seulement ce que j'avais besoin de payer. L'hypothèque, les services publics, l'épicerie, plus d'argent gratuit. J'ai trouvé une ancienne conversation par texto sur la tablette de Dax, qu'il avait laissée ouverte. Vanessa lui disait de me cirer les bottes parce qu'ils avaient besoin d'argent pour son voyage scolaire, qu'elle me traitait de distributeur automatique sur pattes. Sois gentil et il crachera de l'argent. 8 semaines plus tard, c'était hier. Vanessa a essayé de pirater mon courriel. J'ai été averti d'une tentative de réinitialisation du mot de passe. Le même jour, je l'ai trouvée en train de fouiller dans mes tiroirs de commode à la recherche de Dieu sait quoi. La nuit dernière, elle est entrée dans la pièce d'amis où je lisais, s'est assise sur le bord du lit, a commencé à pleurer en disant qu'elle ne savait pas comment nous en étions arrivés là, à quel point elle appréciait tout ce que je faisais, que Dax ne faisait que répéter une chose stupide qu'elle avait dite sous le coup de la colère il y a des années. Je lui ai juste tendu mon téléphone, lui ai montré les vidéos, les textos, le relevé bancaire, les documents de consultation de l'avocat spécialisé dans les divorces. Elle est devenue blanche, puis a lu, puis a commencé à crier assez fort pour faire accourir Dax. C'est là que tout a changé. Mais c'est une histoire pour demain. Ma pause est terminée et je dois retourner au travail. Le portefeuille sur pattes ne se repose jamais, n'est-ce pas? Mise à jour. Cela fait 2 semaines depuis mon dernier message. Tout d'abord, merci à tous pour le soutien. Je ne m'attendais pas à ce que 20 000 personnes votent pour mon message et que ma boîte de réception explose comme ça. Deuxièmement, le visage de Vanessa lorsque la banque a refusé sa carte au salon de coiffure n'était que le début. Où en étais-je? C'est vrai, hier soir, quand tout a changé. Donc, Vanessa est là, debout dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis, son visage passant du blanc fantomatique au rouge, pompier alors qu'elle regarde les preuves sur mon téléphone. Dax arrive en courant à cause des cris, voit sa mère perdre la tête, me voit juste assis là, calme comme un concombre. Le gamin regarde entre nous, confus. Qu'est-ce qui se passe? Demande-t-il. Je tourne mon téléphone pour qu'il puisse voir la conversation par texto que j'ai trouvée. Celle où sa mère me traite de distributeur automatique sur pattes. Celle où elle lui explique comment me soutirer de l'argent. Celle où elle rit de voir comment je me tue au travail pendant qu'elle planifie un voyage entre filles à Cancun. N'est-ce pas quelque chose? Toutes ces heures supplémentaires pour son opération et elle planifie des vacances à la plage avec les filles. Le visage de Dax change. C'est la première fois que je vois ce gamin avoir honte depuis des années. Il commence à reculer, mais je lui demande de rester. Ça devait être une erreur de la banque. Appelle-les, vérifie, qu'elle me balance. Et elle l'a fait. La banque lui a confirmé qu'il n'y aurait plus de virements automatiques. C'est là que les SMS ont commencé à pleuvoir. Les hurlements quand je passais la porte après le boulot. Où est-ce que tu fous mon argent? Comment oses-tu me faire ça?
Quel genre d'homme es-tu, enfin? J'ai fini par la regarder droit dans les yeux et lui répondre, blasé, je croyais que je n'étais bon à rien, de toute façon. Juste un portefeuille sur pattes, c'est ça. Les portefeuilles, ça n'a pas d'oreille, qu'elle me rétorque, Vanessa, avec un regard. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme, mais pas un fantôme lambda, hein. Plutôt le spectre du mec qu'elle pensait avoir enterré, celui qui avait du répondant. La 6e semaine, l'atmosphère était devenue irrespirable. Vanessa, tour à tour, essayait de me charmer ou me menacer ouvertement. Dax, lui, m'évitait comme la peste. Moi, je continuais à aller bosser, comme d'habitude. Je payais le strict nécessaire, l'hypothèque, les factures, les courses. Fini, l'argent facile. Un jour, je suis tombé sur une conversation SMS sur la tablette de Dax, il avait laissé sa session ouverte. Vanessa lui disait de me flatter dans le sens du poil parce qu'ils avaient besoin de pognon pour son voyage scolaire. Elle me décrivait comme un distributeur automatique sur pattes. Sois gentil, et il crachera de la thune. 8 semaines après le début de l'histoire, c'était hier. Vanessa a tenté de pirater ma boîte mail. J'ai reçu une notification d'une tentative de réinitialisation de mot de passe. Le même jour, je l'ai surprise en train de fouiller mes tiroirs, à la recherche de Dieu sait quoi. Le soir, elle est venue me trouver dans la chambre d'amis, là où j'étais en train de bouquiner. Elle s'est assise sur le bord du lit, a commencé à chialer, à me dire qu'elle ne comprenait pas comment on en était arrivé là, qu'elle appréciait tout ce que je faisais pour elle et Dax, que ce dernier ne faisait que répéter des conneries qu'elle avait dites sous le coup de la colère, il y a des années. J'ai juste pris mon téléphone, je le lui ai tendu. Je lui ai montré les vidéos, les SMS, le relevé de compte, les papiers de consultation de l'avocat spécialisé dans les divorces. Elle a blêmi d'un coup, a lu, puis s'est mise à hurler, assez fort pour faire appliquer Dax en 4e vitesse. C'est là que tout a basculé. Mais ça, c'est une histoire pour demain. Ma pause est finie, faut que j'y retourne. Le portefeuille sur pattes ne se repose jamais, hein? Astérisque update. Astérisque ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. D'abord, merci à tous pour vos messages de soutien. Je m'attendais pas à récolter 20 000 votes positifs et à voir ma boîte mail exploser comme ça. Ensuite, la tronche de Vanessa quand la banque a refusé sa carte au salon d'esthétique, c'était juste le début du spectacle. J'en étais où? Ah oui, la nuit dernière, quand tout a dérapé. Donc, Vanessa est plantée dans l'encadrement de la porte de la chambre d'amis, son visage passant du blanc au rouge écarlate en découvrant les preuves sur mon téléphone. Dax arrive en courant à cause des cris, voit sa mère piquer une crise, et moi, assis là, imperturbable. Le gamin regarde de nous, visiblement paumé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il demande. Je pivote mon téléphone pour qu'il puisse lire la conversation SMS que j'ai dénichée. Celle où sa mère me traite de distributeur automatique sur pattes. Celle où elle lui explique comment me soutirer de l'argent. Celle où elle se fout de ma gueule en disant que je me crève au boulot pendant qu'elle organise un voyage entre copines à Canquin. Dingue, non? Toutes ces heures sup pour payer son opération, et elle planifie des vacances à la plage. Le visage de Dax se transforme. C'est la première fois que je le vois avoir honte, depuis des années. Il commence à reculer, mais je lui demande de rester. Il faut qu'on parle en famille. Pour la première fois, peut-être. Vanessa hurlait encore, mais là, c'était le début des réparations, le contrôle des dégâts. Elle disait que je déformais tout, que j'essayais de monter son fils contre elle, que j'avais toujours été jaloux de leur relation. J'ai simplement sorti la vidéo de 3 nuits plus tôt. Celle où elle est au téléphone avec sa sœur, parlant du divorce qu'elle prévoyait, de comment elle allait me ruiner. Comment les tribunaux favorisent toujours la mère. Comment Dax dirait tout ce qu'elle lui dirait de dire. Le gamin avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Maman, c'est tout ce qu'il a dit. Elle a essayé d'arracher le téléphone. Je l'ai éloigné. Je lui ai dit de s'asseoir ou de partir. Son choix. Elle s'est assise. Bonne décision. J'ai expliqué à Dax exactement ce qui se passait. Les problèmes d'argent. Les manigances dans mon dos. Les mensonges. Je lui ai montré le relevé hypothécaire prouvant qu'on avait failli perdre la maison pendant que sa mère achetait des jeans à 300 $. Il l'a regardée, attendant qu'elle nie. Elle ne pouvait pas. Je lui ai dit que je payais toujours directement sa kinésithérapie. Que je continuais à alimenter son fonds pour ses études que j'avais transféré sur un compte auquel lui seul aurait accès à ses 18 ans. Que je m'assurais toujours qu'il ait ce dont il avait besoin. Parce que, contrairement à ce qu'ils pensent tous les deux, je ne suis pas qu'un portefeuille. Je suis celui qui a choisi d'être son père quand le vrai s'est tiré. Le silence s'est installé dans la pièce. Comme dans ces films où le minuteur de la bombe s'arrête à une seconde. Vanessa s'est mise à pleurer, mais pas les larmes de crocodile d'avant.
Les pleurs moches, morveux, du genre je me suis fait choper. Et Dax, il avait juste l'air perdu. 17 ans, mais d'un coup, il ressemblait de nouveau à ce gamin de 5 ans avec son sac à dos Pokémon. Je leur ai dit que je dormais chez mon pote Mike ce soir. J'avais besoin d'espace. Et je suis parti. J'ai passé la nuit sur le canapé de Mike à jouer aux jeux vidéo comme si on était des ados, pas des cadras avec mal au dos. Ça m'a fait du bien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 67 textos de Vanessa. Tout de « je te hais » à « s'il te plaît », reviens à « je vais changer, je te promets ». Le cycle de manipulation classique. Je suis rentré à la maison pour prendre une douche et me changer avant d'aller au travail. J'ai trouvé Dax assis à la table de la cuisine, picorant dans un bol de céréales. Pas de Vanessa en vue. Il m'a dit qu'elle était allée chez sa sœur. Puis il m'a demandé si ce que je leur avais montré était vrai. Tout. Je me suis assis en face de lui. Je lui ai dit que oui, tout était vrai. Mais je lui ai aussi dit que rien de tout ça n'était de sa faute. Les adultes font leur propre choix, et ma femme a fait le sien. Puis mon fils, presque un homme, qui m'a à peine adressé 10 mots cette dernière année, me demande si je pars vraiment, si j'abandonne aussi mon rôle de père. J'ai senti comme si on me serrait le cœur dans un étau. Je lui dis que je ne renonce pas à être son père. Il n'en a jamais été question, mais les choses entre sa mère et moi sont irrémédiablement brisées. Il hoche la tête, dit qu'il comprend. Ensuite, il me montre son téléphone, des captures d'écran de SMS échangées entre sa mère et ses amis, qui remontent à des mois, voire des années, où elle parlait de moi comme si j'étais un domestique, un distributeur automatique de billets, un idiot qui élève l'enfant d'un autre. Je lui demande pourquoi il me montre ça. Il me dit « parce que je mérite de savoir la vérité ». Qu'il est désolé de la façon dont il s'est comporté. Qu'il a cru sa mère quand elle disait que je restais juste pour la déduction fiscale sur l'hypothèque ou je ne sais quoi. On a parlé pendant 2 heures. La première vraie conversation qu'on ait eue depuis sa puberté. Je ne dis pas que tout est réglé. Il a été empoisonné contre moi pendant des années, mais c'est un début. C'était il y a 4 jours. Depuis, premièrement, Vanessa est revenue de chez sa sœur et a trouvé les serrures changées. Légal dans mon état puisque mon nom est le seul sur l'acte de propriété. J'ai laissé ses affaires dans des sacs poubelles sur le porche. Elle est devenue folle, mais les voisins ont tout enregistré avec leur sonnette vidéo, alors elle n'a pas pu inventer d'histoire. Deuxièmement, Dax a décidé de rester avec moi. Son choix. Il est assez grand pour que les tribunaux lui permettent de choisir de toute façon. Ça a vite calmé Vanessa. Troisièmement, sa sœur, que j'ai toujours cru qu'elle me détestait, a appelé pour s'excuser. Elle a dit que Vanessa mentait à toute la famille depuis des années, inventant des histoires sur le fait que j'étais contrôlant, violent, tout ce genre de choses. Maintenant, ils connaissent la vérité. Quatrièmement, j'ai officiellement demandé le divorce hier. Mon avocat dit qu'avec les preuves que j'ai, elle n'obtiendra pas grand-chose. La maison est à moi depuis avant qu'on se rencontre. Ma retraite est protégée. La pension alimentaire pour enfants n'est pas un problème puisque Dax reste avec moi et qu'il a presque 18 ans de toute façon. Cinquièmement, la voiture de Vanessa a été saisie ce matin. Apparemment, elle n'avait pas fait les paiements depuis 3 mois, utilisant l'argent pour je ne sais quoi à la place. Elle a appelé en hurlant que je devais l'aider. J'ai raccroché. Sixièmement, Dax a demandé si je l'aiderais toujours avec sa demande d'admission à l'université. Il a dit que sa mère s'en occupait toujours, mais maintenant il ne lui fait plus confiance pour bien faire les choses. On va s'asseoir ce week-end pour y travailler ensemble. Tout n'a pas été facile. Dax est toujours un adolescent avec tout ce que cela implique. On a eu une grosse dispute hier soir à propos de son couvre-feu, mais au moins maintenant on se dispute sur des choses normales, pas sur ce jeu d'argent tordu que sa mère a créé. Le plus étrange, c'est que je ne me sens même pas bien à propos de tout ça. Pas vraiment, juste fatigué. Soulagé, peut-être. Comme poser un lourd sac à dos que je ne réalisais pas que je portais. Vanessa s'est présentée à mon travail hier, a fait une scène sur le parking, pleurant, me suppliant de lui parler. Elle a dit qu'elle irait en thérapie, elle a dit qu'elle changerait, elle a dit qu'elle ne pensait rien de tout ça. Mes copains au travail ont formé un mur entre nous pour que je puisse accéder à ma voiture. De vrais amis, ces gars-là. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ce matin, un texto d'un numéro inconnu. Heidi. Heidi, une fille que j'ai connue au lycée. On s'était reconnecté sur Facebook il y a quelques années, en toute amitié. Elle a appris ce qui s'est passé par des amis communs. Dans les petites villes, les nouvelles circulent vite. Elle me propose un café, histoire de discuter. Sans pression, dit-elle. J'ai dit oui. Vanessa a dû apercevoir l'aperçu du message sur ma montre pendant que je préparais le dîner. Elle est devenue hystérique. Elle s'est mise à lancer des objets, à hurler que je la trompais depuis le début, qu'elle avait raison sur moi,
que je l'abandonnais au moment où elle avait le plus besoin de moi. Dax est arrivé au milieu de cette crise. Il a vu sa mère jeter un verre à ma tête. Rate, harassment. Il m'a vu planté là, en train de filmer la scène avec mon téléphone. Son regard, comme si sa vision du monde se reconstruisait en direct. Il s'est interposé entre nous, a dit à sa mère de partir, qu'elle avait besoin d'aide, que ce n'était pas normal. Elle a ressorti les larmes, a essayé de le serrer dans ses bras. Il a reculé, lui a demandé pourquoi elle était réellement bouleversée, si c'était à cause de la blessure ou parce que son gagne-pain était en train de partir. Le choc sur son visage quand ces mots sont sortis de sa bouche et non de la mienne. Inestimable. Elle est partie. Depuis, elle bombarde mon téléphone, alternant menaces et déclarations d'amour. Le manuel classique du narcissique. Demain, j'ai à nouveau rendez-vous avec l'avocat pour lui montrer les nouvelles preuves. La demande d'ordonnance restrictive est prête si besoin. Et oui, je vais prendre un café avec Heidi samedi. Pas un rendez-vous galant, juste un café. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, qu'il y a peut-être une vie après avoir été le porte-monnaie sur pattes. Dax m'a demandé s'il pouvait m'accompagner pour récupérer mon chèque de paie demain. Il dit qu'il veut voir où je travaille. En 12 ans, il ne m'a jamais rien demandé de tel. C'est quelque chose, hein? Je vous tiendrai au courant après le rendez-vous avec l'avocat. C'est loin d'être terminé. Dernière mise à jour. La vie est drôle, non? Il y a 6 semaines, je n'étais rien. Et maintenant, Vanessa m'appelle en pleurant depuis la chambre d'amis de sa sœur. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière mise à jour. Des bonnes, des compliquées, mais toutes réelles. D'abord, merci pour tous vos messages privés et commentaires. Je ne m'attendais pas à ce que cette histoire fasse autant de bruit. Vous m'avez aidé à garder la tête hors de l'eau pendant certaines nuits sombres. Mention spéciale à Note-Bayor-Bolet-Babro, qui m'a envoyé cette playlist de chansons de vengeance qui m'a permis de tenir le coup pendant un service de 12 heures la semaine dernière. Par où commencer? Le divorce avance. Pas aussi vite que dans ces séries télé où les gens signent des papiers et c'est réglé en une semaine, mais ça se fait. Mon avocat dit qu'il faut compter encore 3 ou 4 mois, mais Vanessa ne se bat plus. Pas depuis que le juge a vu ses textos et ses vidéos. Et puis, il y a le regard de Dax. J'essaie de l'aider à digérer tout ça. C'est lui qui souffre le plus, même s'il ne le montre pas toujours. On parle beaucoup. Je lui dis que ce n'est pas sa faute, que rien de tout ça n'est de sa faute. Il a besoin de l'entendre. J'ai l'impression qu'on se rapproche, malgré tout le chaos. Et puis, il y a Heidi. On a pris ce café. C'était agréable. Juste agréable. On a parlé du lycée, de ce qu'on était devenus, de nos vies. Pas de drame. Pas de sous-entendu. Juste une conversation entre deux personnes qui se sont connues il y a longtemps. Et ça, c'est déjà beaucoup. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, je me sens plus fort. Plus libre. Moins comme un porte-monnaie sur pattes. La maison est étrangement silencieuse, maintenant. Juste moi et Dax. J'ai dû apprendre à faire les courses pour un ado, un truc qui s'apparente à nourrir une petite armée. Le gamin dégomme une boîte de céréales en 2 jours, chrono en main. Le lave-vaisselle a rendu l'âme la semaine dernière, évidemment. Et on a passé le dimanche après-midi à regarder des tutos sur YouTube pour le réparer nous-mêmes. J'ai économisé 300 balles et on a juste inondé la cuisine une fois. Progrès. Vanessa est toujours chez sa sœur. Le marché locatif ici est impitoyable, et sa cote de crédit est dans les choux après tous ses paiements manqués. En plus, il s'avère qu'elle n'a pas travaillé assez d'heures à ce boulot au centre commercial pour prétendre à un appartement seul. La réalité la frappe de plein fouet. Elle vient voir Dax 1 fois par semaine. Les premières visites étaient tendues. Elle essayait de l'attirer à l'écart, lui murmurait des trucs sur moi, lui demandait si je le traitais bien. Le gamin a tout enregistré sur son téléphone et me l'a montré après. Intelligent, le gamin. Après la 3e visite de ce genre, je l'ai assise dans la cuisine pendant que Dax était à s'aquiner. Je lui ai dit que si elle voulait continuer à voir son fils, la manipulation devait cesser. Je lui ai montré ce que je sais, ce que Dax sait, et ce que le tribunal sait. Son visage a traversé toute une palette d'émotions, colère, déni, marchandage, et finalement une acceptation dégonflée. Pour la première fois, peut-être, dans notre relation, j'ai vu la vraie Vanessa, pas le masque qu'elle porte pour tout le monde. Elle m'a demandé pourquoi j'étais resté pendant 12 ans si je savais qu'elle se servait de moi. Bonne question. Je lui ai dit la vérité, que j'étais resté pour Dax, mais aussi parce que j'espérais qu'elle finirait par me voir. Moi, le vrai, pas seulement ce que je pouvais lui apporter. Elle a pleuré, alors, mais pas les larmes de crocodile que j'avais vues 1000 fois, quelque chose de différent. Après ça, les visites se sont améliorées.
Elle reste Vanessa, elle balance toujours des pics sur le désordre dans la maison ou me demande des prêts qu'elle remboursera certainement. Mais le venin a presque disparu. Le café avec Heidi s'est transformé en déjeuner, qui s'est transformé en dîner la semaine suivante. On prend notre temps, très lentement. Elle connaît tous mes casseroles. Elle les a vues de l'extérieur pendant des années. Quand je suis allé la chercher pour notre deuxième rendez-vous, elle m'a tendu un sac cadeau. À l'intérieur, il y avait un portefeuille en cuir avec des jambes dessinées au marqueur permanent. On a ri tous les deux jusqu'à en avoir le souffle coupé. Cette femme a un sens de l'humour féroce. Dax a remarqué que j'étais plus heureux. Il m'a demandé si Heidi était ma copine. Maintenant. Je lui ai dit que c'était compliqué, que les adultes avançaient lentement avec ce genre de choses. Il a roulé des yeux tellement forts que j'ai cru qu'ils allaient tomber de sa tête. Les ados, quoi? En parlant de Dax, sa kiné se passe bien. Son genou est presque revenu à la normale. Il a tenu la moitié d'un match de basket la semaine dernière avant d'avoir besoin d'une pause. Le docteur dit qu'il sera à 100% d'ici l'été s'il continue ses exercices. Les trucs de la fac se mettent en place, aussi. On a visité 3 écoles accessibles en voiture, on a découvert qu'il pouvait prétendre à des bourses pas mal. Ses notes ne sont pas parfaites, mais il paraît que faire partie de l'équipe de basket et faire du bénévolat au refuge pour animaux, ça fait bien sur les candidatures. Qui l'eût cru? Le plus bizarre, c'est qu'on se parle, maintenant. On échange vraiment. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on a vraiment discuté. J'ai appris qu'il s'intéressait à l'ingénierie. Je n'en avais jamais eu la moindre idée. Vanessa a toujours affirmé qu'il voulait devenir avocat comme son frère, mais Dax m'a confié qu'il ne disait ça que parce qu'elle insistait lourdement. Le gamin veut construire des choses, pas ergoter dessus. Et je ne peux pas lui en vouloir. La semaine dernière, alors qu'on faisait la vidange de ma voiture, il m'a soudainement parlé de son père biologique. Il voulait savoir si j'avais des informations à son sujet. Je lui ai raconté le peu que je savais. Le type s'appelle Austin. Il a déménagé quelque part dans l'Ouest. Il a une autre famille maintenant. Dax est resté silencieux un moment, puis il m'a demandé si, selon moi, le type regrettait d'être parti. Je lui ai répondu que je n'en savais rien, mais que n'importe quel homme capable de s'éloigner de lui rater l'occasion de connaître le meilleur gamin du monde. Il n'a rien dit, il a continué à me tendre les outils. Mais je l'ai vu essuyer ses yeux quand il pensait que je ne le regardais pas. Financièrement, les choses sont encore serrées, mais gérables. Je travaille à nouveau des heures normales, et mon dos apprécie. J'ai mis en place des paiements automatiques pour toutes les factures, afin que rien ne passe à la trappe. Dax a trouvé un emploi de week-end à l'épicerie du coin. Il insiste pour acheter ses propres collations et payer son essence maintenant. Fiat, je suppose. Ou peut-être qu'il commence enfin à comprendre la valeur de l'argent après avoir vu les dépenses de sa mère la rattraper. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de Vanessa. Dax voulait lui faire plaisir, alors on est allé la chercher et on l'a emmenée dîner. Rien d'extraordinaire, juste ce restaurant italien près de l'autoroute. Elle avait l'air fatiguée. Le maquillage scintillant et les vêtements de marque avaient été remplacés par un jean et un pull tout simple. Elle travaille à temps plein au centre commercial maintenant et essaie d'obtenir cet appartement. Le dîner était bizarre au début. Beaucoup de regards sur les menus et de raclements de gorge. Puis Dax a commencé à raconter une histoire sur la fois où il s'était vautré en cours d'éducation physique et, on ne sait pas comment, on s'est tous mis à rire. Pendant 1 minute, c'était comme avant. Non, pas comme avant. Quelque chose de différent. De plus honnête, peut-être. Après le dessert, sur le parking, Vanessa m'a pris à part. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure, qu'elle avait toujours pensé que je continuerais à accepter tout ce qu'elle me balançait. Elle regrettait tout ce qu'elle avait dit ce soir-là, après mon marathon de travail de 23 jours. Tout ce qu'elle avait dit avant aussi. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste acquiescé. Trop tard pour certaines choses, mais j'ai apprécié de l'entendre. Une évolution, je suppose. Heidi et moi, c'est officiel maintenant. Statut Facebook modifié et tout le reste. J'ai rencontré ses parents le week-end dernier. Son père est un homme tranquille comme moi. On a passé 3 heures dans son garage à admirer sa voiture de collection pendant qu'Heidi et sa mère se racontaient des histoires à l'intérieur. On n'avait pas besoin de parler beaucoup. On se passait juste les outils. C'était bien, doux même. Elle reste parfois dormir chez moi, mais jamais quand Dax est là. Le gamin a déjà assez de choses à gérer sans rajouter ça. Elle comprend. Elle dit qu'on a le temps de voir comment les choses vont évoluer. C'est la première femme qui ne me presse pas ou qui n'a pas une liste de critères que je dois remplir. Hier, par contre, a été un moment clé, celui qui m'a vraiment chamboulé. Dax avait un entretien pour une bourse d'études à l'université d'État. Une présentation fictive où il devait expliquer un projet qu'il avait conçu.
Il travaillait dessus depuis des semaines, une sorte de système de filtration d'eau qui pouvait être construit à partir de matériaux courants. Un truc assez impressionnant. J'ai pris un jour de congé pour l'Y conduire. Je me suis assis au fond de la salle pendant qu'il faisait sa présentation. Je regardais ce gamin, presque un homme, expliquer avec assurance des concepts complexes à une salle remplie d'adultes. Il était brillant, posé, tout ce que je ne suis pas face à un public. Après, le jury lui a demandé s'il avait des questions à leur poser. Il a regardé directement le responsable et a dit « Mon père m'a toujours dit que la question la plus importante dans n'importe quelle situation est de savoir quel problème doit être résolu et dont personne ne parle. » Astérisque son père. Astérisque pas son beau-père. Pas Stanley. Astérisque son père. Astérisque le trajet de retour s'est fait en silence. Un bon silence. Comfortable. On s'est arrêté prendre une glace, même s'il faisait un froid de canard dehors. Certaines choses sont des traditions. Dans l'allée, avant qu'on ne rentre, il s'est tourné vers moi et m'a demandé si ça allait. Qu'il m'avait appelé « père » pendant l'entretien. Il m'a dit qu'il voulait le faire depuis un moment, mais qu'il n'était pas sûr que je sois d'accord. Je lui ai répondu que c'était le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Jamais. On passe Thanksgiving chez les parents d'Heidi la semaine prochaine. Vanessa vient aussi. C'est son idée, étonnamment. Elle dit qu'elle essaie d'être une meilleure coparente. L'avenir nous le dira, mais je suis prudemment optimiste. Mon dos me fait toujours souffrir à cause de ces 23 jours. Probablement pour toujours. Mais quand je boite maintenant dans la maison, ce n'est pas comme un rappel d'avoir été exploité. C'est plutôt comme une preuve de ce que je suis prêt à faire pour ma famille. La astérisque vraie astérisque famille. Le porte-monnaie sur pattes a enfin trouvé sa colonne vertébrale.